Est-ce que tu en as conscience de l'impact sur plusieurs mêmes générations par le biais des sketchs pour avoir l'éveil politique? Bah écoute, merci. Déjà, c'est un petit peu, c'est très flatteur et ça me fait très plaisir. J'ai toujours abordé mon exercice d'humoriste, de saltimbanque, d'histrion, un peu de cette façon-là, c'est-à-dire comme le bouffon à la cour du roi, mettre le doigt là où ça fait mal et puis essayer, comme je pouvais le faire, au mieux, eh bien de provoquer, de susciter un esprit critique et de liberté. Et il y a beaucoup de jeunes humoristes qui viennent me voir aujourd'hui, qui me disent « Ah, Dieudonné, c'est aussi grâce à toi que j'ai fait ce métier. » Alors moi, l'humour, c'est vraiment... Bon, même si aujourd'hui je suis passé à la peinture, on en parlera un petit peu. Mais et donc je suis flatté parce que en fait, on n'est que le maillon d'une chaîne qui se referme sur une autre chaîne. J'ai 60 ans, donc l'idée de transmettre, de la transmission, c'est quelque chose de fondamental. En plus, dans les cultures que je représente, alors bretonne par ma mère et camerounaise par mon père, les cultures africaines et bretonnes d'ailleurs sont très le respect des ancêtres et de la parole des anciens et la transmission, c'est quelque chose qui est important. Alors merci de me dire que mon travail a servi à quelque chose. Et puis j'ai passé mon temps à faire rire, et c'est vrai que c'est vraiment extraordinaire. Je regarde maintenant dans le rétroviseur à 60 ans, je me dis putain, c'est incroyable comme le temps passe vite, et par le rire réussir à véhiculer eh bien des idées. Mais au-delà des idées, c'est aussi une quête de liberté. Je pense que je me suis toujours dit qu'on était né sur cette planète pour vivre libre. Et je crois que le rire, c'est rire. J'ai réussi à rire avec cette notion d'enfermement. Je suis un ancien judoka, moi. Alors, le fait de la pression qui est exercée sur notre cadre expressif, il m'a permis de trouver l'énergie nécessaire à cela. En tout cas, on vient me dire ce que tu me dis là, souvent maintenant, quand je me balade, je vais faire mes courses et tout ça. Alors, on n'en est pas forcément conscient quand on le fait, mais avec le temps, on se dit, ah bah ouais, effectivement, s'ils sont plusieurs à le dire, peut-être qu'il y a une part de vérité. Il y a aussi les conditions de l'humour qui ont changé, surtout pour toi. Oui. D'ailleurs, là, c'est un entretien où on a un temps très limité, Oui. parce que J'ai un bracelet. tu as un bracelet. Est-ce que tu pourrais nous rappeler, que ce soit pour les spectateurs qui connaissent mais qui n'auraient pas suivi l'actualité, parce qu'il y a quand même eu beaucoup d'affaires judiciaires, beaucoup de persécutions, beaucoup de procès, même on va dire du sabotage pour pouvoir animer les différents spectacles. Donc ce bracelet, depuis combien de temps? Pourquoi exactement? Alors le bracelet, au départ, j'ai plusieurs condamnations à de la prison ferme. Une première condamnation pour des raisons fiscales. On me reproche de ne pas avoir déclaré une certaine partie de TVA de la société, ce qui est quand même assez étrange, alors que je n'étais même moi-même pas gérant, peu importe. J'étais gérant de fait selon eux, du fait que j'étais la locomotive de l'entreprise. Il y avait un expert comptable, un commissaire aux comptes, il y avait tout le monde, et il y aurait 27 000 € de TVA qui n'auraient pas été payés. Et donc, voilà, j'ai été condamné en première instance pour ça, à 2 ans, et c'est rajouté pour des spectacles, des condamnations à de la prison ferme. Et donc là, j'ai fini, puisque j'ai déjà fait 2 ans, et là je suis maintenant incarcéré à domicile pour un spectacle. Là, Mais mon parcours judiciaire, tu l'as dit, il est exceptionnel. J'en parle d'ailleurs dans mon spectacle. Je suis arrivé à l'ultime condamnation. Donc, puisque j'ai été condamné au mois de février pour racisme anti-noir. Voilà, ce qui rend finalement toutes les autres condamnations un peu dérisoires. J'ai réussi à me faire condamner pour racisme envers moi-même. Qu'est-ce que j'aurais fait? J'ai simplement répondu à une femme noire qui m'agressait, en disant que j'étais un ignoble personnage, en lui disant que c'était une négresse de maison. Et donc ce mot nègre, négresse, donc m'a été... alors j'avais gagné en première instance, les juges ils avaient dit vos histoires de négros, on va pas en entendre parler. Mais après coup, bon voilà, j'ai été condamné. Et c'est exceptionnel, parce que quelque part, même dans mon aventure personnelle, dans mon œuvre générale, cette condamnation, elle est sublime. Racisme envers toi-même. Je sais pas si tu te rends compte de quoi on est en train de parler. Surtout que ça avait été annoncé dans différents spectacles, parce qu'il y en a eu beaucoup. Je crois qu'il y en a plus de 30, parce que c'est un par an, presque. Ouais. Et même à l'époque de Mes Excuses, où je me souviens aussi de la série où il y avait Mahmoud, qui pour moi est un de mes spectacles favoris. Eh bien, il y avait la blague de dire Dieudonné, un nazi noir, tout à fait. Ouais. Oui, bien sûr. C'est ça.
J'ai été... et ce qui était assez extraordinaire, c'est que dans mes interdictions, elles sont à la demande, ça va du RN à LFI. C'est-à-dire que je suis vraiment la personne à censurer sur le plan politique. Mais on a compris pourquoi. Puisque ceux qui financent le divertissement politique, donc les grandes banques, dont les Rothschild, eh bien, ont demandé à ce que je ne puisse plus m'exprimer en France. Alors, on peut penser que c'est du complotisme au départ, puisque je me serais pas permis de le dire, s'il n'y avait pas eu ce mail, évidemment, d'Ariane de Rothschild à son ami Jeffrey, son ami, son amant, on ne sait plus très bien comment les choses, mais on sent quand même qu'il a dû quand même un peu lui bricoler la boîte à chocolat, et donc elle demande à ce que à jamais donc je sois rayé du champ culturel français, et là va se déchaîner la chronologie des faits ne ment pas, un lynchage du jamais vu depuis l'abolition de l'esclavage, j'ai envie de dire. On pourra en parler après, parce que c'est aussi ce qui a inspiré le nouveau spectacle, le fil d'Ariane, et il y a aussi d'autres projets, mais pour rester sur l'aspect des persécutions, parce que c'est quand même extrêmement important, et je pense que tu es le seul humoriste à avoir autant de sabotage, d'interdiction. On parlait du bracelet. Le bracelet, déjà, première question, c'est pendant combien de temps il va falloir porter le bracelet, et deuxième, c'est comment tu as réagi, comment ton quotidien a changé en portant un bracelet et en ayant une interdiction de déplacement libre, etc. Alors, tous tes déplacements sont liés à une demande, soit de modification d'horaire, soit de suspension de peine pour pouvoir travailler. En général, les personnes qui bénéficient de cette mesure, donc de bracelet électronique, ont donc la possibilité d'aller travailler pour payer déjà leurs dettes, leur payer leur famille, les pensions, le cas échéant. Et donc moi, à chaque fois que je me déplace en province ou n'importe où dans une ville, je dois suspendre ma peine le temps de faire ce spectacle. Donc et c'est ça qui est paradoxal, j'ai une autorisation d'un juge d'application des peines qui m'autorise à aller jouer ce spectacle, avec ce titre de spectacle, ce jour-là, dans cette ville, et on a le pouvoir administratif, donc politique, sur ordre du ministre de l'Intérieur, qui m'interdit donc cette représentation. Donc on est dans un espace, parce que ce serait tellement plus simple, effectivement, de me dire, vous restez chez vous, puisque vous avez un bracelet, vous bougez plus. Et là, on est vraiment dans un jeu schizophrénique, et en même temps qui en dit long sur l'état d'esprit. C'est-à-dire, il y a une commande. On sait qui c'est, puisque maintenant, avec ce mail d'Ariane de Rothschild, on sait qu'il y a une demande faite au plus haut niveau de la finance internationale, et donc... derrière, c'était Manuel Valls, ministre de l'Intérieur, mais tous les ministres de l'Intérieur qui lui ont succédé n'ont fait que reproduire cette instruction. Et pour ça qu'on attend beaucoup de l'enquête sur Ariane de Rothschild. Il y a eu une perquisition sur le groupe Edmond de Rothschild, bienfaiteur de Yishuv, et on aimerait bien maintenant savoir effectivement comment les choses vont se passer derrière, et qu'est-ce qui s'est passé, les liens entre Manuel Valls et Ariane de Rothschild, on sait qu'ils existent, enfin on va peut-être en parler, mais ça c'est vrai que c'est un sujet qui est passionnant, et je deviens quelque part spectateur de cette implosion du système de l'intérieur. Parce que l'affaire Epstein, c'est une affaire qui n'a pas fini de... Non, elle ne fait que commencer, même si là il y a un petit ralentissement, notamment aux États-Unis, mais toujours sur l'aspect des spectacles, parce que pareil, encore une fois, en tant que fan et spectateur depuis des années, j'ai vu les évolutions. Il y a eu le théâtre de la Main d'Or, il y a eu le fait de pouvoir remplir même des zéniths, des grandes salles, il y a eu des interdictions progressives, il y a eu le dieu d'Obus au bout d'un moment. Je l'ai encore. Oui, voilà. Et donc là, comment se passent les représentations ? Parce qu'on voit des fois des articles qui passent d'interdiction sur des lieux privés où il devait y avoir des représentations. Des fois, c'est des salles qui sont réservées et ensuite annulées au dernier moment. Comment tu fais pour te produire aujourd'hui avec ces interdictions ? Aujourd'hui, on se produit systématiquement. Et parce qu'avec le temps, si vous voulez, la nature ayant horreur du vide, lorsqu'une pression s'exerce, on s'adapte. Et là, on a trouvé, logiquement... alors, ce sont des soirées privées, dans des endroits privés... et donc, il suffit d'aller sur le site Dieudosphère. Vous voyez dans quelle région on passe... Alors, moi, je ne promets pas que ce sera un spectacle en particulier, mais ce sera une soirée privée, au cas où, s'il y avait un arrêté, on se retrouve entre amis, il y a de quoi se restaurer, il y a de quoi boire un verre, et puis, et discuter. Donc, je ne suis pas interdit de rencontrer mes compatriotes aux quatre coins de la France. Ce qui est interdit, c'est certains spectacles.
Alors maintenant, ils disent toute forme de spectacle. Ils savent plus tellement comment faire. Mais donc, comme le réseau, il est complètement autonome, je ne passe pas par une billetterie, la Fnac, Ticketnet ou je ne sais quoi. Donc on est dans un réseau fermé où on s'adapte sur le plan juridique pour être en phase avec les interdictions politiques. Donc aujourd'hui, il y a absolument aucun problème pour moi d'aller chez des gens. Alors là, il va faire beau en plus, donc dans des jardins, dans des parcs. Et on est de plus en plus nombreux parce que, comme vous le disiez, on ne peut pas tricher en humour. Et paradoxalement, plus le système interdit et plus les gens ont envie de voir, ce qui est tout à fait normal. Et donc c'est un jeu subtil dont je suis effectivement spectateur et acteur en même temps. Là, pour le public, donc il y a toujours une mobilisation, il y a toujours des personnes qui viennent, mais je me souviens à l'époque, notamment, mes excuses pour moi étaient très intéressantes parce qu'on a des images d'archives où on voit là des personnalités qui ont assisté au spectacle. Comme par exemple, on se souvient, il y a une vidéo d'Alain Chabat qui explique que c'est le meilleur. Je crois même que dans l'enregistrement de mes excuses, on voit Laurent Ruquier dans les spectateurs, je crois, en tout cas, c'est des vidéos qui passent. Donc il y a ce côté, que ce soit les personnalités de futurs humoristes ou des personnalités au sens large, qui te soutiennent en privé, qui disent c'est le meilleur. Est-ce qu'il y a encore ce soutien ? Il y a eu un podcast qui a été fait avec le courageux Franjo, qu'on salue, qui d'ailleurs a dit voilà, bon, je torpille ma carrière. Mais est-ce qu'il y a toujours ce soutien du milieu, pas forcément humoristique, mais vraiment du milieu des personnalités, que ce soit des producteurs, des animateurs, des humoristes ? Est-ce qu'il y a toujours... Oui, il y a aussi Edgar Rive aussi qui a été très sympathique, mais plus largement, même les inconnus, eux, ils m'ont inspiré. Et ils ont toujours un mot très sympathique, plein d'acteurs, plein de gens qui... Alors après, ils sont dans un système, pour pouvoir survivre, il y a une méthode, donc ils pensent que je suis un peu excessif parfois. Si je l'ai été, et je l'ai été, forcément, dans l'outrance même, je m'en suis excusé pour ceux qui auraient pu être blessés, ça n'a jamais été mon objectif que de faire du mal à des gens ou de les blesser. Ces excuses, je les ai faites, à un moment donné. Si vous voulez, la demande de pardon pour un chrétien, c'est quelque chose qu'on a en nous. Donc l'acte de la demande de pardon est quelque chose d'assez naturel. Et on n'attend pas grand-chose en retour, en fait. C'est quelque chose qu'on fait pour soi. Et donc ça, je l'ai fait. Alors, je me suis aperçu que face à moi, il y avait des gens qui étaient dans une posture très agressive, de ni pardon ni oubli, qui ont remis en cause un peu la sincérité de ma démarche. Mais c'est pas mon problème. Chacun vit après avec ce qu'il a envie de défendre. Mais le ni pardon ni oubli, que l'on voit d'ailleurs en ce moment dans la politique menée en Israël, je crois que c'est une logique qui conduit forcément à la destruction de tout ce qui est autour, tout ce qui est... Alors bon, encore une fois, je vais pas donner de grandes leçons de morale à la politique israélienne qui en a rien à foutre, mais bon, je déplore évidemment le climat général dans lequel on se trouve, et en tant qu'artiste, je cherche des passerelles pour pouvoir construire quelque chose qui survivra à cette folie. Maintenant, voilà, on est dans un monde de fous. Je vous arrête quelques instants. Si vous appréciez ce contenu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre un pouce, de partager cette vidéo sur tous les réseaux sociaux, mais surtout de réagir en commentaire sous la vidéo. Si vous nous écoutez sur les plateformes de podcast, vous pouvez nous soutenir en mettant 5 étoiles. C'est extrêmement important pour soutenir le média et ça vous prend que quelques instants. Donc vraiment, n'hésitez pas à nous montrer votre soutien de cette manière. Je vous laisse. Bon visionnage. Absolument. Rapidement sur le sujet israélien, mais aussi iranien, parce qu'on est en plein cœur... d'un conflit entre les États-Unis avec Israël contre l'Iran qui a réussi à tenir face aux opérations américano-israéliennes. Ils voulaient un changement de régime et aussi une destruction de toutes les forces militaires, s'occuper du nucléaire, etc. L'Iran continue de résister contre cette opération. Tu as été en Iran ? Oui. Comment est-ce que tu perçois le traitement médiatique qui est fait aujourd'hui de l'Iran en France, toi qui as pu connaître l'Iran, qui a pu aller sur son sol, qui a aussi même fait un spectacle qui s'appelle Mahmoud, pour Mahmoud Ahmadinejad, comment est-ce que tu perçois là, le climat actuel et surtout l'interprétation qu'on fait de ce qu'est supposé être l'Iran ? Je pense que c'est la guerre finale, quoi. C'est la fin de la domination américano-sioniste du monde, quoi. La fin du dollar, et donc c'est aussi une guerre que les Israéliens voudraient être ethnique, entre un monde blanc et le reste du monde. Bon, je crois que nous allons survivre à cet empire qui s'effondre. Je crois que c'est la fin, moi, effectivement, de cet empire américano-sioniste. Les Américains se réveillent. Ils ne veulent pas, les jeunes Américains aujourd'hui, servir les intérêts de l'État d'Israël.
Et puis en Israël aussi. Quand quelqu'un comme Dieu donné en parle, il donne l'impression qu'il existe une machine unique, coordonnée, qui contrôle tout, médias, politique, justice. Ça, c'est séduisant. Mais en réalité, la réalité est plus complexe. Première chose à comprendre, le système, ce n'est pas une seule entité, c'est un ensemble d'institutions d'État, entreprises, médias, justice, qui ont chacun leur intérêt, parfois alignés, souvent en conflit. Par exemple, un gouvernement peut vouloir contrôler une narration, mais les médias peuvent aussi le critiquer. Donc déjà, on est loin d'un bloc homogène. Deuxième point, le pouvoir existe. Oui, il y a des élites économiques, des réseaux d'influence, des lobbying, et ça, c'est documenté. Mais dire que tout est orchestré de manière secrète et centralisée, c'est simplifier à l'extrême. En réalité, le pouvoir est fragmenté, concurrent, parfois même chaotique. Les décisions importantes résultent souvent des rapports de force, pas d'un plan unique. Troisième point, pourquoi ce discours fonctionne? Parce qu'il répond à un besoin simple, humain. Comprendre un monde compliqué quand tout devient incertain, économie, conflit, injustice, une explication globale rassure. Elle donne un coupable clair, le système. Mais le risque, c'est de tomber dans une vision fermée où tout confirme la même chose. Ce qu'on doit retenir, oui, développer un regard critique sur les institutions, les médias, sur l'argent, mais aussi garder une règle simple, comprendre le système.